plateau maintenant pour parler d'un thème qui fait du bien à la tête et à l'âme. On va parler art. Bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour Sandrina Martins. Vous êtes directrice générale du Carreau du Temple et co-directrice artistique de l'édition 2021 de la Nuit Blanche qui vient tout juste d'avoir lieu. On s'entend assez mal, je parle un peu fort, je vois que vous tendez l'oreille. Bonjour, Géraud Boursin, vous êtes président associé du Centre d'art urbain Fluctuart. Et bonjour à vous, Vera Kemp, vous êtes cofondatrice de la galerie d'art en ligne Single Art. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir parler un petit peu d'art maintenant. Est-ce que en 2021, pour vous, l'art appartient encore à une élite ou c'est en train de changer? Vera, pardon. Mais nous, c'est vrai que la pandémie a permis de diffuser l'art encore plus largement, mais on était, nous, déjà online, donc on a déjà rendu l'art plus accessible. Je pense notamment à des territoires où il y a peu de galeries. C'est vrai qu'ici, on est à Paris, on a la chance qu'il y ait plein de magnifiques lieux qui permettent de découvrir les artistes et l'art vivant ou visuel. Mais c'est vrai que nous, on vend beaucoup d'art dans des lieux où les collectionneurs et les amateurs d'art en général sont assez éloignés. Je pense à des pays comme l'Allemagne, très fédéraux, où les centres d'art sont assez éloignés de là où vivent forcément beaucoup de la population allemande. Et en France, nous, quand on regarde un petit peu où vivent nos clients, ils vivent assez peu à Paris. Donc je pense que le digital permet aussi de rendre l'art plus accessible géographiquement. Géraud, vous avez fondé la péniche Fluctuart qui valorise le street art. Est-ce que sortir l'art des musées, c'est aussi participer à le démocratiser? Oui, alors absolument. Vraiment, notre mission, c'est de rendre l'art accessible à tous. Fluctuart, c'est un lieu hybride, un lieu où surtout on ne veut pas sacraliser l'art. L'art n'est pas un prétexte non plus, et surtout pas. On a une vraie ambition artistique, des très belles expositions, mais c'est accessible à tous. Et on fait la fête avec de l'art autour de soi, et l'art est vraiment au cœur de la fête. Et pour pousser ce modèle de l'accessibilité jusqu'au bout, nous avons rendu ce lieu totalement gratuit et en accès libre pour tous, ce qui permet de créer une réelle mixité. Vous avez des gens très chics du 7e arrondissement qui côtoient des classes du 9-3 qui viennent visiter nos expos en expédition. Et ça fonctionne vraiment bien. Et la Nuit Blanche permet également de démocratiser et de mettre en avant des événements, 200 je crois sur 4 espaces entre Paris et la région parisienne. Ça offre une offre culturelle absolument géniale pour des gens qui n'ont pas l'habitude peut-être d'aller dans les musées ou ont parfois un peu d'appréhension de passer la porte des musées s'ils n'ont pas eu cette culture dans leur éducation. Oui, absolument. Avec la Nuit Blanche, ce qu'on réussit à faire, c'est de rendre l'art, toutes les formes d'art, art contemporain, spectacle vivant, accessible au plus grand nombre, puisque tout est gratuit. Et tout se passe dans des espaces, soit espaces publics, extérieurs, soit dans des lieux qui sont, cette année particulièrement, des espaces sportifs. Donc ça permet aussi au public de ne pas être freiné, justement, par un espace qui pourrait ne pas leur sembler accessible. Et c'est vrai que particulièrement sur cette Nuit Blanche, dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, on a souhaité axer notre programmation sur le lien entre art et sport. Et ça nous a permis d'attirer également un public de personnes, un public nouveau, de personnes qui se sont dit, tiens, il y a un gymnase, je vais aller découvrir une œuvre d'art dans ce gymnase, ou bien d'autres sites que l'on a mis vraiment en exergue, comme un vélodrome qui se situe dans le 12e arrondissement. De Paris et dans lequel s'entraînent des cyclistes au quotidien. Et puis par ailleurs, on a vraiment souhaité étendre la Nuit Blanche en dehors des frontières de Paris, donc en métropole. Donc il y a eu 13 villes associées, donc ce qui a permis également à un public plus nombreux de découvrir l'art contemporain. C'était la première fois que ça s'adressait à 13 autres villes que Paris ou déjà dans les... Alors c'est la deuxième année que la métropole du Grand Paris est partenaire de la Nuit Blanche. Ce qui a changé, ce qu'on a renforcé cette année, c'est que dans le projet de la Nuit Blanche, on s'est concentré aux frontières de Paris sur un sentier de grande randonnée qui s'appelle le GR75, que peu de gens connaissent, ce qui nous a vraiment permis d'interroger la question des frontières. Donc, frontières effectivement dans les publics, mais également frontières géographiques et les frontières entre le sport et l'art. Dans vos 3 activités, vous favorisez l'accessibilité, mais est-ce que la difficulté reste de faire venir ces gens qui ne sont pas habitués? Comment est-ce qu'on fait venir ces gens? Le lieu est créé, c'est accessible, c'est gratuit. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore du travail à faire pour faire venir
des gens à l'art qui n'étaient pas forcément sensibles à l'art encore aujourd'hui? Quelqu'un veut... Alors moi j'aurais forcément une réponse très différente. Nous on a 93% de nos acheteurs qui n'avaient jamais acheté d'art avant, qui ne sont pas collectionneurs. Incroyable. Donc, qui ne se disent pas collectionneurs. Nous on considère qu'ils sont collectionneurs dès lors qu'ils ont acheté une première pièce. Mais c'est vrai que la manière de les faire venir en online et en physique est complètement différente. C'est pas mon métier de faire venir des gens dans un lieu. Donc nous, on a recours à des techniques de web marketing très classiques. Mais effectivement, il y a encore beaucoup de travail pour faire venir d'autres types de personnes qui ne s'intéressent pas forcément à l'art au départ. Et nous, on voit bien qu'on ciblait un public qui recherchait de l'art très spécifiquement au début. C'était notre manière d'acquérir des clients, très basiquement. Et aujourd'hui, en fait, on donne envie d'acheter de l'art à des gens qui sont esthètes, qui achètent des belles pièces de design et qui lisent des magazines de décoration. Élargit le... Exactement. Et vous, de votre côté? L'expérience, c'est qu'on a vraiment une clientèle qui vient premièrement pour boire un verre, pour faire la fête, et au passage, ils découvrent qu'il se passe quelque chose. Donc ils viennent par un autre biais? Ils viennent pour un autre biais et qui découvrent l'art au passage. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que la clé, c'est de créer de l'événement en permanence. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'ouvrir un musée, faire une exposition, puis attendre que les gens viennent. Il faut créer de l'événement. Il faut venir beaucoup d'artistes qui viennent travailler, faire des œuvres in situ, des conférences, des signatures de livres, etc. Et c'est ça qui fait venir le public. Moi, je pense que sur la question de sensibiliser le public à l'art, c'est vraiment la question du travail que l'on mène justement pour atteindre ces publics. Puisque finalement, à part dans des très très grands événements type Nuit Blanche, où là il y a une très grande communication qui est mise en place dans l'espace public, où là le public est informé, la plupart du temps dans les lieux culturels, le public ne sait pas forcément ce qui s'y passe. Et donc pour ça, pour arriver à sensibiliser tous les publics à l'art et au spectacle vivant, par contemporain spectacle vivant, ça demande du travail. Donc dans les lieux culturels, notamment les établissements subventionnés par l'État, par la ville, il y a des personnes qui travaillent à entrer en contact avec des associations de tout type, des associations sportives, des associations du champ social, du champ médical. Ça a été largement renforcé pendant la crise sanitaire. Et donc on met en place des actions éducatives et culturelles en lien avec des écoles, avec des universités. Donc faire venir le public à l'art, ça passe quand même beaucoup par un travail de sensibilisation dès le plus jeune âge. Et donc... Oui, vous parlez de la crise sanitaire, justement, on a été privé d'art, de musées, enfin de tout type d'art pendant de longs mois, ça a été très long. Est-ce que vous avez l'impression qu'une fois que tout a été accessible de nouveau, il y a eu vraiment un regain d'intérêt et un besoin des gens, du public, de se retrouver dans les endroits d'art? Nous, à Coq-Carreau du Temple, on a vraiment senti un désir très fort de revenir. Pendant toute la crise, on recevait des messages de témoignages du public qui nous disaient que pour eux, c'était très dur, qu'ils avaient envie de revenir. Et donc, dès qu'on a pu réouvrir, on a eu beaucoup d'inscriptions. Vraiment, ça a très, très bien redémarré. Aujourd'hui, on sent qu'à nouveau, ça fléchit un petit peu, mais c'est dans tous les lieux culturels. Ça se passe de la même manière. Après ce grand rebond, peut-être une fatigue, sans doute aussi une question financière. On ne sait pas encore trop l'analyser, mais ce qui s'observe aujourd'hui dans les lieux, c'est un peu moins de monde que d'habitude par rapport à une rentrée culturelle habituelle. Donc ça, on pourra l'analyser plus tard. Alors, nous, ce qu'on a vu, c'est une très très grande envie de sortir, de faire la fête. Et peut-être que la culture est venue, l'art est venu peut-être un tout petit peu dans un deuxième temps, mais on a vu quand même vraiment une reprise très rapide. Beaucoup de monde, beaucoup d'envie de sortir, effectivement, de se retrouver. Très grande envie des artistes d'être dehors, de voilà, il y a ça aussi. Il y a la partie publique, mais aussi la partie artistes qui ont été complètement verrouillés pendant cette crise et qui n'ont plus pu faire ce qu'ils font pour être heureux, c'est-à-dire être sur scène, partager avec le public. Comment vous travaillez avec ces artistes-là, justement? Alors, je continue. Nous, on a vraiment, comme je disais, une vraie ambition artistique, à la fois avec des expositions de grands noms internationaux, mais aussi des expositions qu'on va démarrer la semaine prochaine sur l'histoire du graffiti, plusieurs artistes émergents et historiques. Super. Alors, l'art étant gratuit chez nous, néanmoins, on a une vraie ambition, une vraie
on a un budget de production, donc on contribue à la production artistique. C'est ma grande fierté dans Fluctuart. C'est vraiment le grand bonheur d'avoir créé Fluctuart, c'est de faire travailler les artistes et les rendre accessibles à un très grand public. Voilà, ouais. Pour les artistes, la crise sanitaire a été terrible. Enfin, je pense qu'on peut il faut quand même le dire, ils se sont retrouvés dans des situations parfois financières, parfois vraiment épouvantables. Donc heureusement, il y a eu des aides de l'État dans le domaine du spectacle vivant. Il y a eu la prolongation il y a une année blanche, donc ça leur a permis de s'en sortir à peu près financièrement. Mais c'est vrai que quand on est artiste, et notamment dans le spectacle vivant, on a besoin de ce lien avec le public. Donc ça a été très très dur également psychologiquement. Donc évidemment, quand on a pu réouvrir, ils étaient là. C'était un moment de partage incroyable. C'était la joie, oui. Et de votre côté, qu'est-ce que la crise a eu comme impact sur les artistes avec lesquels vous travaillez ? Alors nous, la crise sanitaire a permis au marché de l'art de faire un grand saut en avant vers sa digitalisation. On est passé de 9% de digitalisation à 25%. Donc voilà, c'est quelque chose qui a énormément transformé le marché de l'art. Après, les artistes plasticiens étaient chez eux, parfois dans leur studio. Donc ceux qui avaient accès à leurs moyens de production ont continué à produire. Donc ils ont eu Est-ce qu'ils ont été plus prolixes que d'habitude ? Est-ce que cette crise les a... Alors nous, on travaille avec des artistes du monde entier. Donc forcément, selon les pays, c'était différent, selon les médiums utilisés. En revanche, c'est évident qu'à la réouverture, post-confinement, on va dire, pour généraliser au niveau international, l'envie de se retrouver et d'avoir un retour du public est évident. Le fait qu'on aille de nouveau sur des foires, qu'on prévoit des expositions avec eux, c'est important pour eux. Mais nous, forcément, on a permis à certains de sortir de la précarité. Et notamment, pendant la sortie du confinement, là, on a mis en place un gros programme de financement pour justement, en ayant compris à quel point ils étaient précaires quand tous leurs autres moyens de subsistance ou de distribution partent. Donc nous, ça a été ce qu'on a fait post-confinement, c'est de dire on va mettre en place un programme de financement innovant pour permettre à nos artistes d'accéder à une meilleure sécurité financière. Et on parle de crise sanitaire, je crois, Sandrina, que la crise vous a permis d'ouvrir à un nouveau public les femmes en situation de précarité. Oui, alors c'est vrai qu'au moment vraiment quand on a dû fermer le Carreau du Temple, donc au mois de mars de l'année 2020, on n'imaginait pas que cette crise durait si longtemps et la ville de Paris, qui est propriétaire du bâtiment Carreau du Temple et qui nous soutient financièrement, m'a appelé en me demandant si on pouvait réouvrir. Donc on avait tout fermé, mais vraiment tout fermé. Dit à toute l'équipe, vous partez, c'est fini, on se revoit, on ne sait pas dans combien de temps. Baisse le rideau, c'est vraiment, c'est vraiment ça. On a fermé les rideaux et 2 jours après, on les a réouverts pour accueillir un public extrêmement précaire, puisqu'on a accueilli donc des femmes qui sont sans domicile fixe et qui ont pu trouver au Carreau du Temple un espace de repos, d'accueil, de repas, de soins et également de discussion, puisqu'en fait, ce qui s'est passé au moment du confinement, ça on le sait assez peu, c'est que les personnes qui vivent dans la rue bénéficient de l'aide, des petites pièces qu'on leur donne ou des tickets restaurants. Et avec le confinement, en fait, il n'y avait plus personne dans la rue. Donc les seules personnes qu'on voyait, c'était les personnes sans domicile fixe. Donc elles ont été visibles et ça a mis vraiment en exergue cette grande précarité-là. Et donc, en fait, ces personnes, littéralement, n'avaient plus de moyens de subvenir à leurs besoins. Donc cette mise à disposition, ça nous a permis, nous au Carreau du Temple, nous sentir utiles. Ça a permis à l'équipe de partager son temps, son savoir-faire pour l'accueil de ces publics. Et pour nous, ça a été tellement fort comme expérience que l'on travaille aujourd'hui à une installation pérenne d'un espace d'accueil pour ces femmes, de manière, comme le disait mon voisin, à mixer les publics. Parce que je crois que vraiment, aujourd'hui, dans notre époque, et si on veut construire ce que pourraient être des équipements culturels du futur, du 21e siècle, rentrer vraiment de plein pied dans le 21e siècle, c'est la mixité des publics, c'est l'hybridation, c'est vraiment toucher, avoir à la fois des sportifs, des artistes, du public qui vient pour un salon, pour boire un verre, des femmes en précarité. Être ensemble, quoi, en fait. Ensemble dans la diversité de la société actuelle. Exactement, ensemble dans la diversité. Merci beaucoup, Sandrina, merci Géraud, merci Vera. C'était encore une fois passionnant. On
s'arrête pour le moment. Vous allez passer au calme. Simon reçoit la jeune militante Camille Etienne.